Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Alors, je vais vous raconter un petit peu ma vie en introduction de cet épisode. Il se trouve que j'ai la chance d'habiter en appartement en rez-de-jardin, ce qui permet à mes chats d'avoir accès à l'extérieur et également aux chats des voisins de venir me rendre visite. Et mes parents s'étonnent toujours de constater que plusieurs chats du voisinage débarquent chez moi. Donc ma mère m'a dit, ils doivent laisser des phéromones partout pour dire que c'est sympa chez toi. Alors, j'espère secrètement que les chats pensent que mon appartement, c'est le paradis, mais même si c'est le cas, je pense que ce n'est pas grâce à des phéromones. Ah oui, on va secouer quelques mythes dans cet épisode, j'en ai peur. On peut commencer par rappeler ce que c'est qu'une phéromone ? Alors, pour définir une phéromone, on utilise les 5 critères de Beauchamp qui ont été publiés en 1976. Donc, ils ont écrit que une phéromone, c'est un signal chimique simple, spécifique à une espèce, qui déclenche une réponse comportementale similaire chez tous les individus qui y sont confrontés. Et ce comportement n'est pas déclenché par un autre signal et ne nécessite pas d'apprentissage préalable. Les insectes, notamment, communiquent beaucoup par phéromones. Par exemple, chez les espèces de papillons, les femelles sécrètent une phéromone sexuelle qui est détectée par les mâles, ce qui déclenche chez eux un comportement de vol en cercle concentrique de plus en plus serré, jusqu'à ce qu'ils tombent sur la femelle en question. Oui, mais chez les mammifères, bien que de très nombreux chercheurs supposent leur existence, on a pu décrire une seule phéromone dans une seule espèce, chez le lapin. Ce que tu veux dire, Laure, c'est qu'à l'heure actuelle, une seule substance chimique répond aux 5 critères tels qu'ils ont été définis par Beauchamp et peut donc être appelée phéromone. Exactement. Il s'agit de la phéromone d'allaitement produite par la lapine. Cette substance chimique déclenche le comportement de tétée des lapreaux. Il s'agit d'un comportement spécifique, similaire chez tous les individus et qui ne nécessite pas d'apprentissage préalable. Tout ce qu'on appelle phéromone dans le langage courant ne répond pas à la définition autour de laquelle on tourne depuis le début de notre épisode. Pourtant, on suppose l'implication de phéromones dans le comportement sexuel, notamment. C'est même régulièrement évoqué chez l'humain. On lit, y compris dans des livres de neurosciences, que l'odeur de la sueur d'un humain du sexe opposé peut jouer sur le comportement. Certes, mais pour autant, on n'a jamais réussi à trouver la molécule chimique qui déclenche un comportement irrépressible de recherche de partenaires sexuels chez toutes les personnes qui la détectent et qui n'en auraient pas forcément conscience, comme le font les papillons mâles bombix qui tournent en vol concentrique jusqu'à ce qu'ils tombent sur la femelle. Donc encore heureux qu'on n'ait pas trouvé une telle substance chez l'humain. Par contre, il est certain que la communication olfactive, donc via des substances chimiques, est très importante pour de nombreuses espèces animales et que nous, humains, sommes un peu des handicapés de l'olfaction. Oui, les produits d'élimination du corps, les urines, les selles, la sueur, contiennent des molécules chimiques qui sont perçues par les autres individus. Les animaux ont aussi des glandes qui produisent des substances qui leur permettent de communiquer entre eux. Par exemple, les chiens ont des glandes sébacées sur tout le corps et des glandes sudoripares au niveau de la tête et des coussinets. Ces différentes glandes participent à la communication entre les individus d'une même espèce. Tout à fait. En fait, on devrait plutôt parler de substances chimiques ou olfactives plutôt que de phéromones. Et oui, les mammifères, y compris les humains, répondent à des signaux olfactifs. Ainsi, on a montré que les cycles menstruels des jeunes filles qui vivent ensemble en internat ont tendance à se synchroniser. Ou encore qu'on peut un peu influencer le siège choisi de manière privilégiée par les patients dans la salle d'attente chez le dentiste. Et le monde sensoriel de nos animaux domestiques est encore bien plus olfactif que le nôtre. Un grand avantage de la communication olfactive, c'est que les odeurs restent longtemps présentes dans l'environnement et que donc l'animal peut laisser un message olfactif qui sera reçu de manière différée par ses congénères, alors même que lui sera parti depuis longtemps. Mathilde, on pense bien sûr à tous les messages contenus dans l'urine des congénères que les chiens vont flairer, explorer longuement pendant leur balade, puis recouvrir avec leur propre urine, qui contient de nouveau un message à destination des chiens suivants. Oui, les chiens sont par exemple capables de capter plein d'informations contenues dans les urines, comme le sexe, l'état physiologique, en chaleur ou non, voire probablement l'identité du chien émetteur. C'est donc hyper important de les laisser flairer tranquillement pendant les balades.
Et les chats utilisent aussi l'urine pour communiquer. Donc si je reviens à mes petits voisins dont on parlait en début d'épisode, il y en a justement un qui fait du marquage urinaire sur mes canapés. Il se met en position debout, la queue bien droite et qui frétille, et il émet quelques gouttes d'urine en jet. Alors c'est pas très sympa à nettoyer, mais je ne lui en veux pas trop parce que je sais qu'il s'agit d'un comportement normal de communication. Il ne marque pas son territoire, comme on l'entend souvent. Non, il laisse juste un message à destination de ma petite Minette. Et elle, comment elle réagit ? Alors, j'ai de la chance, c'est une femelle, elle est stérilisée. Donc elle n'a pas de comportement de marquage, elle ne cherche pas à recouvrir l'odeur. Par contre, elle l'explore longuement. Elle fait ce qu'on appelle un phlémène, un comportement que l'on observe chez les félins et les chevaux. Elle entrouvre la gueule pour laisser entrer les molécules odorantes vers un organe spécifique, l'organe voméronasal ou organe de Jacobson. Et cet organe, il est connecté au centre de l'olfaction dans le cerveau. On pourra vous mettre des photos sur le compte Instagram de Vétologie de chevaux et de chats qui font ce fameux phlémène. Donc, pour résumer, on sous-estime l'importance de l'olfaction pour nos animaux domestiques. Ils vivent dans un monde d'odeurs et communiquent grâce à des signaux chimiques et donc olfactifs. Maintenant, c'est probablement un peu tiré par les cheveux d'appeler ces substances des phéromones, parce qu'elles ne répondent pas à la définition donnée par Beauchamp. Bien sûr, vous avez l'habitude, on vous mettra la référence de l'article dans le texte de présentation de l'épisode. Tout à fait Mathilde. Et donc mes petits voisins chats laissent des odeurs chez moi, des messages olfactifs qui sont perçus par leurs congénères et par moi lorsqu'il s'agit de l'odeur de l'urine. Et sur ces bonnes paroles, on espère que cet épisode vous a plu et vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse mail que vous trouverez dans le texte de description du podcast, nous contacter sur notre page Instagram, nous envoyer vos remarques et vos suggestions. Et si vous aimez notre podcast, abonnez-vous, mettez-nous des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout partagez notre podcast autour de vous. On se retrouve très vite sur Vétologie.